allons évoquer avec notre invité ce soir le Soudan où un pas crucial vers un pouvoir civil a été posé. Les meneurs du mouvement de contestation et le pouvoir militaire au Soudan sont tombés d'accord samedi sur une déclaration constitutionnelle censée ouvrir la voie à une transition vers une autorité civile après des mois de protestations marquées par des répressions meurtrières au milieu de drapeaux, de you-you et de klaxons. Des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues de Khartoum pour célébrer l'annonce de l'accord, un pouvoir civil étant une exigence clé de la contestation après la destitution d'Omar el-Béchir. La déclaration constitutionnelle signée s'ajoute à la déclaration politique convenue le 17 juillet dernier. Toutes deux forment l'accord global dont l'application marquera en principe le début d'une nouvelle ère dans ce pays gouverné d'une main de fer par Béchir. On va en parler ce soir avec notre invité Mohamed Madi Diabakate, politologue. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. Merci. Est-ce qu'on est aujourd'hui en droit de se réjouir avec les Soudanais pour ce pas crucial qui vient d'être posé? Oui, je dirais qu'on est plutôt en droit de constater que chaque pays, avec ses réalités, et c'est toujours en tenant compte des contingences locales qu'on arrive à trouver une solution aménagée pour pouvoir s'entendre. Parce que c'est un pouvoir quasi-civil, puisque dans l'approche, il y aura 6 civils en fin de compte, avec 5 issus de la classe militaire. Donc, c'est déjà un avancement, c'est un acquis qu'il faut essayer de consolider pour aller de l'avant, parce qu'il y a eu assez de stagnation. Et de l'autre côté aussi, vous avez vu une population qui était toujours là, qui était toujours dans la rue pour montrer un peu ce qu'elle attendait. Et donc, c'est une réponse qu'on peut dire positive à l'endroit de cette population. Et c'est aussi une preuve de pragmatisme parce que pour des raisons dont on pourra toujours discuter le bien fondé, les militaires aussi ne veulent pas forcément laisser ce pouvoir entièrement entre la main des civils. Donc, on a un pas qui est franchi, on a une cohabitation qui sera houleuse, qu'il faut maintenant essayer de voir. Surtout que vous conviendrez que ce n'est pas une transition classique où on a quelqu'un qui dirige la transition, mais c'est un conseil qui va diriger cette transition. Et heureusement, c'est unanimement qu'ils seront amenés à désigner ce 6e civil qui pourra être le fer de lance de cette transition. Alors, quand on sait que le Soudan, depuis la chute d'Omar el-Béchir, a habitué un peu l'opinion internationale à avancer et puis à faire volte-face, est-ce qu'on ne doit pas quand même prendre cet accord avec des pincettes? Non, il est évident que cet accord, on note une évolution. Les acteurs en question l'ont affirmé, même s'il est vrai que du côté de l'opposition et du régime militaire, c'est le numéro 2 du Conseil qui est là, ce n'est pas le numéro 1 qui est là. Il faut maintenant espérer que je pense qu'ils ont prévu la ratification pour le 17. Voilà, donc il faut peut-être espérer maintenant que ce soit le numéro 1 qui soit là lui-même pour le faire. Mais et aussi, au-delà de tout, cette situation nous a attiré notre attention sur le fait qu'il y a eu certes des militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir parce qu'ils ont récupéré une situation occasionnée par des civils. Mais cela montre que du côté des militaires également, il n'y a pas encore une unanimité ou un consensus autour de l'approche. Donc, il faut continuer par suivre de près cet accord. Mais il faut noter également qu'il y avait l'Union africaine qui était représentée là-bas. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un suivi qui est fait au niveau continental. Et c'est un élément important qui pèse dans l'issue à donner à cet accord. Alors, quand on a le numéro 2 qui vient pour la signature au lieu du numéro 1, est-ce que ça ne veut pas dire qu'au sein de l'armée, tout le monde n'est pas véritablement favorable à ce qu'on appelle l'accord aujourd'hui? Bon, heureusement qu'on n'a pas entendu le numéro 1 contester la signature faite par le numéro 2. Donc, cela suppose une certaine délégation. Et peut-être qu'il y aura une circonstance officielle au cours de laquelle le numéro 1 pourra valider cela. Maintenant, plus sincèrement, l'armée, c'est l'armée. Et vous conviendrez que ceux qui se sont attribués numéro 1, numéro 2, numéro 3 l'ont aussi fait dans une situation où il y avait tout un brouhaha et il fallait calmer les choses et mettre une équipe en place. Donc ça ne veut pas forcément dire que par rapport au numéro, les influences sont les mêmes
dans le groupe Mais militaire. faut-il quand même forcément s'en réjouir quand on sait que généralement et de manière classique, dans la plupart des transitions, on a une figure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est là, qui dirige la transition pour un temps donné. Au Soudan, on ne semble pas véritablement adopter cette solution. Est-ce que ce n'est pas un peu une première, celle-ci est un peu dangereuse? Non, une première, oui, mais également, je ne dirais pas que dangereuse dans la mesure où on a peut-être en horreur le guide unique, le guide éclairé, et on veut maintenant faire jouer l'aspect collégial, l'aspect équipe de la transition. Mais vous verrez, au fil de la pratique, ça va finir par se dessiner, où on aura quelqu'un qui sera à la tête de cette équipe, de cette commission, et qui finalement va passer pour tout un chacun comme le numéro 1, et chacun va l'apprécier comme tel. Maintenant, moi, ce que je crains le plus souvent dans ce genre de situation, c'est que vous avez des gens qui peuvent faire le job, mais qui, parce qu'ils ont des ambitions ou des projets, ils se disent « Ah non, moi, je ne peux pas participer à la transition parce que je m'attends à être candidat. » Et après, on vous envoie des éléments de rechange qui viennent là-bas. Et tout le risque dans ça, c'est que la transition peut échouer parce que justement, les bonnes ressources ont préféré attendre l'après-transition pour rentrer en scène. Donc, c'est peut-être l'un des éléments qu'il faut voir de façon plus avisée dans la probabilité de réussite de cette transition. Dans la crise soudanaise, on a quand même vu des militaires qui ont montré un appétit pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'il explique? Non. Est-ce que les militaires ont montré l'appétit pour le pouvoir? Non. Les militaires n'ont fait que démontrer qu'ils avaient le pouvoir depuis et qu'ils craignaient laisser ce pouvoir entre les mains des civils. Donc, ce n'est qu'un travail qui est en train de se faire progressivement. Et puisque les civils ont tenu tête jusqu'à présent, et que la communauté internationale aussi a fait des pressions dans ce sens, parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire de ce comité de transition et autres, je suis de ceux qui défendent les textes qu'on a habituellement. C'est-à-dire, quand un président n'est pas là, la transition, la loi toujours, les textes constitutionnels ont toujours prévu la transition. Mais c'est justement parce que nous avons perdu confiance en toutes les institutions de la République qu'on cherche à mettre ces institutions normales entre parenthèses pour aller essayer du nouveau et créer quelque chose de circonstanciel. Alors que vers quoi nous devons tendre progressivement, c'est amener les gens à respecter les textes et à organiser les transitions telles que fixées dans les textes. Parce que si cette transition ne marche pas comme il faut, il ne faut pas être surpris de voir encore d'autres militaires sortir et dire, bon, vous arrêtez les frais ici, on reprend le flambeau. Donc, moi, je suis un peu réticent à l'émission directe du pouvoir de l'armée dans la politique, mais c'est en tenant compte du fait que dans le contexte qui est celui de ce pays, l'armée a joué un rôle depuis plusieurs années et l'armée est devenue une oligarchie politique où les officiers se sont trouvés à des postes politiques depuis plusieurs années et qu'ils ne sont pas prêts à relâcher de sitôt. Donc, vous vous souvenez, nous avons vu dans cette Afrique, l'Égypte, où on a fait partir Moubarak, qui a incarné l'armée. On a fait une bonne transition. Morsi est venu. Après, on a découvert qu'il était islamiste. On l'a mis au frais quelque part. L'armée est revenue encore prendre le contrôle. Donc, ce sont malheureusement des situations qui poussent à la vigilance. Sauf qu'il faut apprendre de ces situations pour voir comment est-ce qu'on peut les corriger pour éviter de retomber dans ces mêmes travers au niveau d'autres pays. Oui, mais dans ce mode de transition-là, où on doit apprendre à cohabiter ensemble et éventuellement à se partager des responsabilités, avec ce qu'on a vu cette armée démontrer, c'est l'appétit dont je parlais tout à l'heure, est-ce que cette armée sera prête sur un certain nombre de décisions à la soumettre par exemple au vote de ce conseil-là et à éventuellement voir le conseil écarter cette décision? Non, l'armée n'a pas d'ailleurs le choix, puisque si aujourd'hui il y a cet accord de principe vers l'installation du conseil, ça veut dire que l'armée a pris conscience du fait que si elle ne rentre pas dans ce jeu, elle finira par être contestée et peut-être ce même groupe se faire renverser par d'autres, parce que, rappelons, comment est-ce qu'ils sont venus officiellement aux commandes? C'est après avoir prétexté d'une mobilisation populaire pour évincer Béchir. Donc, ils ne sont pas eux-mêmes à l'abri d'une mobilisation populaire parce que le fait intéressant, c'est que ça n'a pas faibli depuis avril. Cette mobilisation, elle est restée.
malgré la répression sur certaines situations, elle est restée. Donc, cette population veut faire passer un message. Et aujourd'hui, on peut dire que l'armée a compris, ou bien le conseil militaire a compris ce message. Et c'est pourquoi il est obligé de faire des ajustements. Ils ne sont pas totalement partis, mais au moins, ils sont là et ils continuent par jouer une partie du rôle. Mais ce serait désormais sous le leadership d'un civil qui sera dedans. Alors, est-ce que du côté des civils, notamment de l'Alliance pour la liberté et le changement, qu'on a vu quand même être assez tenace au niveau des discussions, est-ce qu'ils ont compris aujourd'hui que nous sommes obligés de cohabiter avec les militaires? Oui, ils ne peuvent que le comprendre puisque, soyons sincères, le renversement de Béchir, personne ne l'avait prévu, ni les civils, surtout pas les civils. Oui. Donc, sauf que ça a fait leur affaire parce que au début, ils étaient sur autre chose et finalement, ils ont autre chose. Sauf qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Donc, ils ont intérêt à continuer le cheminement avec l'armée de façon consensuelle pour finir cette transition qui permettra maintenant aux civils de bien s'imprégner du pouvoir et d'en tenir les tenants et aboutissants. Alors justement, quand on commence une transition de cette manière et qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir parce qu'on vient de signer un accord et qu'après il faut installer telle chose, installer le Parlement et aller vers ceci, on est quand même en droit de douter un peu parce que tout cela, il faut discuter quels hommes vont composer le prochain Parlement, à quelle proportion les militaires et les civils. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, il y a beaucoup de chemin à faire, mais il faut à un moment ou à un autre commencer par faire le chemin et régler les choses progressivement. Au lieu d'être là et de dire qu'on finalise tout et on fait d'une pierre deux coups. Donc, c'est ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que cette transition doit juste comprendre une chose. Le plus souvent, nous faisons des transitions chronométrées. Voilà. Et ce qui n'est pas la bonne approche, à mon avis. La transition doit avoir des objectifs à atteindre. Et il faut maintenant voir comment est-ce que, de façon consensuelle, on peut arriver à atteindre ces objectifs dans un délai raisonnable. Mais si on commet l'erreur de dire aujourd'hui, on doit faire élection dans à telle période, et tout le monde court, le seul réflexe qui est, c'est organiser l'élection pour le plaisir de l'organiser, vous allez voir que nous n'allons pas sortir de la crise comme il faut. Mais c'est de prendre le temps et de faire tout étape par étape pour permettre d'asseoir de nouvelles institutions. Et maintenant, quand vous avez aussi la transition pour asseoir de nouvelles institutions, vous n'allez pas rentrer dans un partage de gâteaux de type civil ou militaire. Il faut juste maintenant fixer les conditions pour pouvoir être membre de ces assemblées qui vont venir après la transition. Ce serait sûrement du genre, si vous êtes militaire et vous voulez être à l'Assemblée, vous mettez en retrait de votre fonction et vous pouvez participer aux jeux politiques. Mais je pense que c'est seulement au niveau du Haut Conseil et puis peut-être au niveau du gouvernement qu'on va sentir un peu l'importance des militaires. Mais ça ne va pas fondamentalement jouer sur la transition parce que les civils ont une arme de rechange. C'est cette population qu'on peut faire sortir à tout moment où le courant ne passe pas. Donc, les civils vont savoir utiliser cette pression qu'est la population qui, à chaque fois qu'il y aura blocage, va chercher à entrer en scène pour dire aux militaires, nous voulons aller de l'avant, faites la concession qu'il faut. Généralement, dans la plupart des pays où on a renversé des dirigeants, que ce soit en Égypte, en Tunisie et autres, on a vu la montagne accoucher de souris. Est-ce que ce ne sera pas un peu le cas au Soudan? Présager du contraire, d'ailleurs, serait être trop confiant. C'est clair que la différence de ces pays avec le Soudan, c'est qu'on a pris le temps pour arriver même à asseoir cette transition. Voilà, donc je pense que c'est un élément important et qui permet de mieux s'attendre à l'issue du processus. Dans les autres pays, très rapidement, on a trouvé un consensus et on s'est mis ensemble. Les militaires ont toujours gardé le contrôle à travers un civil et on est arrivé quelque part. Mais ici, on sent que les gens jouent carte sur table. Il y a une certaine transparence pour le moment. Et peut-être qu'elle va prévaloir jusqu'à la fin de la transition. Donc, on peut espérer mieux, parce que je le disais tout à l'heure, il faut toujours apprendre des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, les Soudanais ont appris de ce qui s'est passé dans la plupart des pays où il y a eu des soulèvements et qu'une transition est née. Donc, les gens ont appris de tout cela. Et il faut peut-être aussi espérer qu'il y aura une société civile qui sera toujours active et objective, et non une société civile
ça me permet de faire un parallèle. C'est-à-dire, vous avez une société civile qui a milité pour les droits et autres, et subitement, un matin, tout le monde se reverse dans la classe politique et crée un parti politique pour faire le jeu. À partir de ce moment, ça ne sera pas efficace. Mais si la société civile reste dans sa posture de base, qui est celle de rétablir les choses, de mettre les choses à plat, on pourra avoir quelque chose d'excellent après cette transition. Alors, entre civils et militaires au niveau du Soudan, est-ce qu'on peut valablement parler de confiance entre ces deux-là? Confiance, pas forcément. Mais ça me rappelle une réflexion où on disait, voilà Mandela, après 27 ans, qui sort de prison et qui fait confiance à ces Blancs qui l'ont mis en prison durant 27 ans, disant, je vous fais confiance et je sais que nous pourrons sortir de cette situation. Et c'est toute la sagesse et c'est aussi une façon de mettre les gens face à leurs obligations. Donc, je pense que cette confiance, elle doit être faite aux militaires en se rappelant du fait qu'avant tout, ce sont des Soudanais. Et que c'est la construction du Soudan qui reste la priorité de tout un chacun. Donc, au lieu de rentrer dans la méfiance comme des chiens et de se surveiller, je pense que les gens ont plus intérêt à se dire que nous sommes tous concernés par la situation de ce pays. Ce que nous arriverons à faire permettra à ce pays de se relancer et d'être au cœur des nations. Et si les gens le comprennent ainsi, on peut ne plus parler de confiance, mais d'objectifs à atteindre de façon consensuelle. C'est un objectif général. Alors, est-ce que l'euphorie de cet accord ne va pas aussi un peu faire oublier le prix qu'on a dû payer pour arriver là-bas? Je ne pense pas, puisque dans l'accord également, il y a eu la compréhension du fait qu'il n'y aura pas d'amnistie. Voilà, donc je pense que c'est déjà une bonne chose. Mais au-delà de tout ça, vous savez, dans ce genre de situation, il n'y a que des responsabilités symboliques qui sont engagées. Peut-être les zones de troupes n'ont fait qu'exécuter des ordres. Ils sont venus conduire une mission de service, il y a eu des dérapages et autres. On essaiera d'établir les responsabilités, mais il faut comprendre que, le plus souvent on le dit, même en matière de justice transitionnelle, si c'est le cas, et il faut juste comprendre qu'au-delà du fait d'avoir la vérité sur les faits et autres, l'impunité ne peut pas être encouragée. Et c'est d'ailleurs une préoccupation pour les Nations Unies qui n'accompagne d'ailleurs pas tout accord qui scelle l'impunité parce que, effectivement, ce sont des situations qui permettent de remettre encore le désordre après. Donc, il faudra que les responsabilités soient établies et que les gens disent pourquoi ils ont pris de telles décisions. Et la justice appréciera de façon convenable. Si maintenant, aujourd'hui, peut-être, s'il faut créer une juridiction spéciale pour traiter de ces situations aussi, ça peut être débattu pour que les gens aient plus de garanties et on ne soupçonne pas aussi. Parce que vous savez que l'appareil judiciaire, tout comme l'administration, a été durant toutes ces années sous le contrôle des militaires. Donc, peut-être qu'aujourd'hui aussi, on dira qu'on doute de ces justices et autres. Donc, il faut arriver à mettre en place une juridiction spéciale qui puisse statuer sur ces différents cas-là et décider conformément à la loi applicable. C'est vrai que pour le Soudan, beaucoup se réjouissent, et en premier les Soudanais eux-mêmes qui ont célébré cet accord par des concerts, de klaxons et tout. Mais on oublie fondamentalement quelque chose, c'est une situation qui a fait descendre les gens dans la rue, le triplement du prix du pain. Et à l'heure où nous parlons, le Soudan vit également une pénurie de carburant qui a fait sortir des étudiants la semaine dernière, où 4 étudiants ont été également abattus. Aucune solution sociale n'est encore apportée pour le moment. On n'est que dans des débats politiciens. Justement, ce n'est que ce conseil de transition qui, je l'espère, va travailler aussi sur le plan social au lieu de chercher seulement à sortir d'une transition et à établir un nouveau pouvoir. Il va falloir que certaines préoccupations soient là. La bonne chance pour nous tous, c'est que effectivement, le Soudan, il est producteur de l'or noir. Donc ça ne peut pas être un problème puisque c'est juste ces manifestations qui ont conduit un peu à mettre en berne plusieurs activités. Donc, si tout rentre en l'ordre, les activités peuvent reprendre. Et je pense même que tout ce qui est lié au coût du pain qu'on sort, le plus souvent, c'est des subventions que l'État doit faire. C'est tout. Ça veut dire que même si le prix du pain a flambé, c'est peut-être parce que quelqu'un a mis des taxes quelque part. Ou bien, donc, il faut juste prendre des décisions stratégiques qui permettent
de venir à bout de ça. Tout comme quelqu'un vous dira aussi, même si le prix du pain a flambé, peut-être que c'est aussi le fait que le coût de la vie ou bien la valeur même de la monnaie pose problème. Donc, une situation qui vous ramène vers quand même le normal peut permettre de dégeler les choses et d'aller de l'avant. Mais à quoi bon aller chasser Béchir du pouvoir si depuis des mois, on continue d'acheter le pain au prix Béchir? Oui, le problème c'est que Béchir, il est la résultante symbolique d'une situation donnée. C'était lui le président et il symbolisait un peu toute cette impasse dans laquelle le pays s'est retrouvé. Et bien évidemment, ce qu'on ne comprend pas parfois, c'est que les révolutions se font toujours sur des questions sociales. Ce sont des questions sociales qui peuvent permettre de mettre ensemble des gens de différents bords politiques, de différentes visions, de différentes conceptions. Ce sont des questions sociales qui les mettent ensemble. Et le bouc émissaire pour cette question sociale était bien trouvé. Béchir qui n'a pas su faire les choses comme il faut. Alors, aujourd'hui, maintenant, il est parti. Ça veut dire qu'on met en place une nouvelle approche pour pouvoir gérer la situation, c'est tout. Oui, mais le problème ici, c'est que le Soudan, Béchir n'a pas triplé le prix du pain simplement par plaisir, parce que le Soudan a été coupé de sa partie sud, qui est devenu le Soudan du Sud, où se trouvent les plus importants gisements de pétrole. Et donc, le pays est obligé de vivre en quelque sorte amputé de cette richesse-là. Au niveau du nouveau conseil qui est mis en place, c'est la même situation dont ils vont hériter. Donc, difficile de trouver des solutions à ça. Non, vous savez, c'est vrai que le pays a été imputé des plus grandes réserves. Mais les petites réserves qu'on a, comment est-ce qu'on gère ces ressources ou ces revenus? C'est là tout le problème. Chacun en est conscient. C'est une question de mauvaise gouvernance et de dilapidation des deniers ou des revenus qui conduit à ça. Si l'argent qui se faisait dans la vente de tout ça allait au niveau du budget de l'État et permettait à l'État de pouvoir fonctionner et de pouvoir subventionner ou bien de pouvoir diminuer le prix de douane sur certains biens de nécessité, on n'en serait pas là. Donc, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour venir régler le problème, mais ce dont vous disposez, le petit dont vous disposez là, si vous arrivez à réorganiser et à bien l'utiliser de façon équitable, personne ne va continuer à se plaindre. Mais tant que les gens seront conscients du fait qu'il y en a qui se servent à quatre mains, à quatre pieds, bien évidemment, il y aura toujours de la contestation et autres. Sinon, toute décision, quand vous la motivez normalement et que vous l'expliquez concrètement aux populations, elles l'acceptent sans crier. Alors maintenant, quand on tient compte de tout ce contexte-là, à quoi doit s'atteler la transition? Non, justement, la transition, comme je le disais, ne doit pas s'atteler exclusivement à l'organisation des élections pour une sortie de transition. Il faut éviter ce piège classique qu'on fait pour dire c'est un gouvernement de transition qui vraiment se focalise sur des questions urgentes pour sortir de la transition. Il faut que la transition commence également par s'atteler aux problèmes sociaux que les populations ont et définir des priorités, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du coût de la vie. Il faut définir des priorités et prendre des décisions fortes pour que ces priorités puissent marcher. Mais la refondation de l'État soudanais également s'impose aujourd'hui, notamment doter le pays d'une nouvelle constitution. La question même de la charia, sa suppression avait été évoquée. C'est un sujet qui incombe aussi à la transition? Non, je pense que c'est un sujet qui incombe bien évidemment à la transition, puisqu'il faudra réfléchir au texte le plus approprié pour le mettre à la disposition de la population pour apporter la consécration par le vote. Moi, je pense d'ailleurs que ces débats sur la charia et autres, tout ça, ce sont juste des débats qui n'ont pas de raison d'être. Parce qu'il faut comprendre aussi que chacun a sa culture, chacun a ses réalités. Maintenant, il faut juste voir comment est-ce qu'on peut tenir compte de ces réalités et les mixer pour que les choses aillent de l'avant. Vous allez voir, comme on l'a vu dans la plupart de tous ces pays, à un moment donné, quand vous prenez l'Égypte, quand vous prenez la Tunisie, c'est une population qui, effectivement, religieuse, qui a apporté son soutien à des courants politiques fortement religieux. Ça ne va pas changer au Soudan. C'est une population religieuse. Elle apportera son soutien à un leader qui sait protéger la religion. Ce ne sont pas des pays où
on parle de la laïcité comme nous l'avons ici. Ce sont des pays où tout le monde est dans le même bain religieux. Donc, ça va toujours prédominer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, moi, je veux aussi qu'on essaie de mettre fin à cette confusion délibérée entre dépravation des mœurs et charia. Parce que parfois, les gens critiquent la charia juste parce qu'elle empêche la dépravation des mœurs et autres. Non. Mais ici, il y a des actes qui sont interdits par la loi. La charia, en réalité, c'est la loi, c'est le terme arabe, même si la loi en arabe, c'est charia. Et c'est des situations qui sont dénoncées, peut-être par rapport aux sanctions applicables quand on commet des infractions qui relèvent de ce genre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu tiens compte des bonnes mœurs, des bonnes pratiques, personne ne va plus accepter les chicottes aujourd'hui. Donc, c'est peut-être aujourd'hui voir par rapport aux infractions qui sont édictées, comment est-ce que la sanction peut être appliquée, mais de façon décente à l'endroit des personnes incriminées. Voilà. Sinon, pour le reste, je pense qu'on va passer le temps à débattre de l'opportunité ou non d'une approche juridique ou autre. Alors, dans le cadre du Soudan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le plus dur est devant ou derrière? Difficile de se prononcer, surtout que quand nous prenons le fait que nous avons aujourd'hui des gens qui ont eu beaucoup de difficultés avant de s'entendre sur ce texte. Ça veut dire que la mise en œuvre du texte aussi fera surgir des difficultés. Mais le bon côté, s'ils ont pu affronter ces premières difficultés de façon consensuelle, on a l'espoir que ça va se poursuivre ainsi et qu'ils pourront s'en sortir parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va les lier. C'est cette obligation de faire quelque chose pour l'intérêt de leur pays qui va les réunir dans le cadre de cette mission transitoire. Mohamed Madi Diabakate, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci. Vous êtes politologue et expert électoral. On marque la pause et après le journal, on est ensemble pour Regard Croisé.